Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous présenter ce webinaire organisé par toute l'équipe de Convergence 2026. À cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Usan, notre experte en fiscalité internationale, ainsi que Philippe Plantadin, expert en retraite internationale. Et je vais maintenant leur laisser la parole à Cynthia Ajar, notre tête de liste, afin de débuter cette conversation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cynthia Ajar et je voulais vous remercier à toutes et à tous d'avoir répondu présent à ce webinaire. Ce moment d'échange sera l'occasion d'aborder ensemble les enjeux, évolutions et perspectives liées à ces sujets essentiels. La liste Convergence a été constitué d'experts présents sur le terrain depuis de nombreuses années. Ce sont ces experts avec lesquels nous travaillons déjà pour vous servir dans une neutralité politique complètement assumée. Voilà, j'ai le plaisir d'avoir travaillé dans le passé avec Philippe Plantadi, notre expert en retraite, et je pense que cela fait une bonne quinzaine d'années que nous travaillons ensemble. Barbara Usan, de la même façon, qui a accompagné accompagner les entreprises, les entrepreneurs, les Français de toute la circonscription, saura répondre à toutes vos questions. Maintenant, bien, je laisse la parole à Philippe Plantadi et vous aurez l'occasion de répondre aux questions, de poser des questions à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Philippe, à toi. Bonjour à tous, merci Cynthia, merci Claire pour votre introduction. Je vais effectivement vous parler des retraites françaises, des retraites de sécurité sociale françaises, de la Social Security américaine et plus précisément aussi de la convention de sécurité sociale entre les deux pays. Donc, quand on part travailler à l'étranger, on a deux statuts qui sont possibles. Le premier, c'est celui de salarié détaché. Et quand on est salarié détaché, j'ai mon, ah si, pardon, excusez-moi. Quand on est salarié détaché, ça veut dire que votre employeur maintient votre contrat de travail en France et continue à cotiser dans les régimes en France. Vous êtes expatrié au regard du droit social en France lorsque vous n'avez plus de lien de subordination avec une entité juridique en France, donc vous dépendez exclusivement d'un employeur aux États-Unis. Pour la retraite française, il existe 42 régimes de retraite dans le pays. Chaque catégorie socio-professionnelle a son régime de retraite. On va parler plus précisément ce soir de la retraite des salariés. C'est le régime qui est le plus gros et probablement qui concerne le plus de monde ce soir à travers cette conférence. Donc, pour calculer la retraite des salariés en France, on va prendre en compte les 25 meilleures années d'activité que vous avez eues en France. Si vous avez travaillé plus de 25 ans, on va revaloriser toutes vos années de salaire en euros 2026, extraire les 25 meilleurs pour avoir un salaire moyen sur les 25 ans. Ensuite, on va déterminer comment va être calculé le taux de votre pension. Et ça, c'est important dans la mesure où, grâce à la Convention de sécurité sociale, on va pouvoir consolider votre carrière. Pour bénéficier d'une retraite, on va pouvoir avoir un premier âge d'ouverture des droits qui est fixé entre 62 et 64 ans avec la réforme 2023 votée sous le gouvernement de Madame Borne et également suspendue lors de l'Assemblée nationale de l'année dernière en 2025 par le gouvernement de Monsieur Lecornu. Donc, si vous remplissez cette condition de durée de l'activité avant l'âge de 67 ans, vous aurez une carrière et validée et une retraite calculée sur un taux plein. Par contre, si il vous manque des trimestres, effectivement, vous pourriez avoir une minoration, sachant que à 67 ans, quelle que soit votre durée de carrière, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez acquis, on vous versera une retraite sans minoration. Si vous avez un surcroît de trimestres par rapport à la durée, vous pourriez avoir une surcote calculée sur votre retraite de base exclusivement de 1,25% par trimestre supplémentaire.
On va pouvoir valider également des trimestres pour les mères de famille dans la limite de 8, à condition que le père et la mère aient eu une activité en France ou en Europe d'au moins 2 ans, et ce, quel que soit le lieu de naissance de vos enfants. Il existe potentiellement également une possibilité d'anticiper la perception des retraites en France à partir de 58 ans dans un dispositif particulier qui est le dispositif pour carrière longue. La retraite maximum qui est versée pour un salarié qui a travaillé toute sa carrière en France ou cotisé toute sa carrière en France et qui a les 25 dernières années au plafond de la sécurité sociale est de 1 672 euros net par mois. À ces retraites françaises, il va falloir calculer également la retraite complémentaire qu'on va voir après. Donc là, une notion importante, c'est la notion d'âge de départ en retraite et la notion de durée de carrière. Vous avez sur cette diapositive les millésimes d'années de naissance entre 1958 et 1963. Sur la deuxième année, la deuxième colonne, pardon, vous avez les premiers âges où vous allez pouvoir percevoir vos retraites françaises. Et pour les percevoir sans minoration avant l'âge de 67 ans, vous aurez à justifier entre 167 et 170 trimestres. Donc ça, c'est la réforme 2023 qui a voulu évoluer l'âge de 62 à 64 ans. En 2025, on a eu le vote de la suspension de l'application de cette réforme, ce qui implique que pour 2 générations d'âge, 1964 et le premier trimestre 1965. On a figé cette réforme à la notion de 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Mais comme ce n'est qu'une suspension, on reprend l'application de cette réforme borne à compter du 1er janvier 2028 pour toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er avril 1965, qui devront justifier entre 63 ans et 64 ans selon leur année de naissance et avoir entre 171 et 172 trimestres. Je rappelle que quelle que soit votre durée de carrière, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez acquis, vous pourrez bénéficier de vos retraites françaises sans minoration à partir de 67 ans. Pour les retraites complémentaires, le système est plus simple. Pour chaque retraite complémentaire, on totalise le nombre de points que vous avez validés, que vous avez acquis par vos cotisations. On le multiplie par une valeur de service et vous avez le montant de votre retraite complémentaire brute annuelle. Si vous avez une demande de retraite avant l'âge de 67 ans et que vous ne justifiez pas du nombre de trimestres requis pour avoir votre retraite à taux plein dans le régime de base, vous aurez une minoration dans la base, mais également dans les retraites complémentaires. Les retraites complémentaires s'alignent sur la décision du régime de base de vous octroyer un taux plein ou un taux minoré avant l'âge de 67 ans. Donc, quand vous travaillez sur votre planification financière, il est vraiment essentiel que vous ayez toutes les données, obtenir les relevés sur les régimes français, sur les sites français Info Retraite ou Assurance Retraite, obtenir un relevé de la Social Security pour quantifier le nombre de crédits que vous avez validés. On va voir que l'application de la convention vous permet d'optimiser vos droits dans les régimes français. Au niveau de la retraite américaine, on a un système par répartition qui est le système de la Social Security, où la majorité des travailleurs aux États-Unis salariés cotisent obligatoirement. Je dis la majorité parce que dans votre État de Californie, les enseignants du public ne cotisent pas à la Social Security, mais ont un régime particulier, CalSTRS, qui n'est pas reconnu par la Convention de sécurité sociale. Donc, dans ce cas-là, les trimestres validés ou activés par une activité dans le régime des salles de l'enseignement du public en Californie ne seront pas reconnus via la Convention de sécurité sociale. Pour bénéficier d'une retraite de la sécurité sociale, il faut justifier de 40 crédits, 10 années de cotisation. Ces 40 crédits peuvent être consolidés entre des années d'activité en France et aux États-Unis. Vous pouvez bénéficier de votre retraite américaine à partir de 67 ans sans minoration. Vous pouvez également anticiper la perception de la retraite de la Social Security Administration à partir de 62 ans avec un abattement d'environ 30% pour l'anticipation de 5 ans et 25% pour une anticipation de 4 années. Si vous souhaitez différer la demande de retraite entre 67 et 70 ans, vous allez alors avoir une application d'un bonus de 8% par an et ça sera calculé au prorata du nombre de mois que vous avez effectivement différé après 67 ans.
En France, pour le régime de base, on cotise sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Aux États-Unis, on a une assiette maximum de cotisation qui est fixée à 184 500 dollars en 2026. C'est-à-dire que pour calculer vos pensions américaines de la Social Security, on va prendre en compte le maximum que vous avez cotisé. Donc, si vous avez des revenus supérieurs à 184 500 dollars en 2026, la part supérieure n'étant pas taxée, elle ne rentrera pas en ligne de compte dans votre retraite américaine. Pour bénéficier d'une retraite maximale, il faut avoir cotisé 35 ans au plafond annuel et en 2026, la retraite maximum est de l'ordre de 49 824 dollars pour une année. La convention bilatérale France-États-Unis de sécurité sociale, elle vous permet de totaliser les trimestres que vous avez acquis. Donc tous les trimestres que vous avez acquis en France en tant que salarié indépendant fonctionnaire, si vous avez été en détachement à l'étranger, vous avez continué à cotiser, donc ces trimestres seront pris en compte. Si vous avez cotisé volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger, ces périodes d'activité vont également être prises en compte. Et également, les périodes d'activité d'un pays signataire d'une convention de sécurité sociale avec la France, ce qui est le cas des États-Unis. Seulement, la France a signé 42 conventions de sécurité sociale et on ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions de sécurité sociale. Donc, on l'explique sur cette diapositive avec trois cas de figure, trois personnes qui sont nées en 68 et qui doivent justifier de 172 trimestres. Elles ont toutes les trois fait 100 trimestres en France. La première 100 trimestres en France, 72 aux États-Unis. Pas de problème pour cette personne, Claude, qui va voir la totalisation de sa carrière et Claude pourra bénéficier dès 64 ans de ses retraites françaises sans minoration parce qu'en additionnant ses trimestres français et américains, il remplit la condition de 172 trimestres et bénéficie d'un taux plein à la fois dans les retraites de base et complémentaires en France. Le cas de Anne qui a fait 100 trimestres en France, 66 aux États-Unis, 6 au Royaume-Uni. Il y a bien une convention avec le Royaume-Uni à travers l'accord européen, même après le Brexit. Le Royaume-Uni fait toujours partie de l'accord européen. Seulement, on ne peut pas se prévaloir de l'accord européen et de la convention bilatérale France-États-Unis. Donc, dans le cas de Anne, on va neutraliser la période en Angleterre pour les 6 trimestres. Elle va donc subir une minoration calculée sur les 6 trimestres anglais qui ne seront pas intégrés dans la totalisation de sa carrière. Le cas de Michel, qui a fait 100 trimestres en France, 66 aux États-Unis, 6 en Chine, il n'y a pas de convention de signer avec la Chine. Donc, d'office, on neutralise la période chinoise. Au plus près de vous, sachez qu'il n'y a pas de convention avec le Mexique. Pour extrapoler vite, sur le continent américain, il y a une convention avec les États-Unis, le Canada, le Québec, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Chili. C'est les seuls pays qui bénéficient d'une convention de sécurité sociale avec la France. L'application de la convention, donc, elle va vous permettre de totaliser vos trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein en France avant vos 67 ans. Elle va également vous permettre de bénéficier d'une retraite américaine, même si vous n'avez pas les 40 crédits, parce que si, en totalisant les trimestres américains et les trimestres français, on arrive à un total égal ou supérieur à 40, vous pourrez bénéficier d'une retraite américaine. Exemple, vous avez travaillé 5 ans aux États-Unis, vous avez travaillé 35 ans aux États-Unis. En additionnant vos trimestres américains et français, on arrive bien à delà de 40 trimestres. Donc, vous aurez bien une retraite versée par la Social Security Administration, versée sur et calculée sur vos 5 années d'activité aux États-Unis. En revanche, si vous avez moins de 6 crédits, 6 trimestres de validés aux États-Unis, vous ne pourrez pas bénéficier d'une pension, même avec l'application de la Convention de sécurité sociale. Pour résumer, chaque pays calcule sa retraite en fonction du nombre d'années calculées, travaillées dans le pays et en fonction des revenus du pays. Les retraites françaises et américaines sont perceptibles, quel que soit votre lieu de résidence, que vous résidiez en France ou aux États-Unis, vous pourrez les percevoir, ou dans un autre pays. Il n'y a pas de condition de territorialité pour bénéficier d'une retraite française ou américaine. Et enfin, elles peuvent vous être versées sur un compte français en euros, un compte aux États-Unis. C'est à vous d'organiser le rapatriement de vos revenus de retraite au moment de cette période. Et vous n'êtes absolument pas obligé de demander vos retraites françaises et américaines en même temps. Vous pouvez très bien dissocier la perception. Si vous remplissez la condition de percevoir une retraite française à taux plein dès 64 ans, vous pouvez les demander.
poursuivre votre activité aux États-Unis et faire valoir vos droits à la Social Security américaine à 67 ans. Pendant 3 ans, vous bénéficierez de vos retraites françaises au taux plein sans minoration, plus votre salaire d'activité. N'oubliez pas que si aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, vous avez l'option de cotiser volontairement. Ça peut être une option, c'est pas quelque chose qui peut s'adapter à toutes les situations, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Et notamment quand on arrive en expatriation en famille, si un des deux conjoints n'a pas d'activité et que vous avez des enfants de moins de 20 ans, il y a une possibilité de cotiser en tant que chargé de famille à la CFE vieillesse pour bénéficier au conjoint de droits de retraite dans l'attente d'une régularisation ou d'une reprise d'activité dans son pays aux États-Unis. Notion importante également quand on parle de retraite, c'est l'assurance maladie. Vous connaissez le coût de la santé aux États-Unis. Si vous avez une retraite française tout en gardant votre retraite, votre résidence principale aux États-Unis, vous pourrez bénéficier potentiellement d'une couverture maladie lorsque vous serez en France pour vous faire soigner ou pour des soins prodigués en France exclusivement. La condition, c'est un, d'être retraité français, de bénéficier d'une retraite de base française. Deux, d'avoir 60 trimestres de validés en France, 60 trimestres qui sont exclusivement des trimestres validés, reconnus par les régimes français, sans avoir recours à la Convention de sécurité sociale. Et la troisième, c'est de ne plus avoir d'activité. Donc, si ces trois conditions sont remplies, à la retraite, tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis, lorsque vous serez en France, vous pourrez bénéficier d'une couverture maladie, avoir une carte vitale et vous faire soigner. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pourrez souscrire à un contrat à la CFE Maladie, France Expat Santé, pour vous garantir une couverture maladie en France pour une personne seule ou pour une famille. Vous avez le coût affiché sur cette diapositive. Donc ça, il faut effectivement l'appréhender dans votre organisation financière, la planification financière de vos revenus et de vos coûts au moment de la retraite. Pour simplifier, pour résumer ma présentation qui est très rapide, parce que ce soir, on est plus là pour répondre à vos questions et à vos attentes, la retraite va représenter pour vous plusieurs dizaines d'années de revenus. Vous avez une espérance de vie à 62 ans entre 25 et 30 ans. Donc, les retraites qui vous seront versées par les régimes français et américains qui s'éteindront à votre décès représenteront donc plusieurs dizaines d'années de revenus pour vous. Concernant les retraites françaises, si vous êtes marié le jour de votre décès, que vous décédiez en activité ou à la retraite, votre conjoint survivant pourra bénéficier d'une partie de vos droits. Et je rappelle, sous certaines conditions, tout en gardant votre couverture, votre résidence, pardon, aux États-Unis principale, vous pourriez vous bénéficier d'une couverture maladie en France sous certaines conditions. Donc, le slogan de cette diapositive, la retraite est un marathon, pas un sprint, veut tout dire. Travaillez bien sur votre situation, consultez bien les sites français et américains pour travailler sur votre situation de manière à différer et à bien définir la date optimale de perception de vos droits en fonction de votre passé et surtout en fonction des scénarios futurs dans lesquels vous souhaitez poursuivre votre activité aux États-Unis. Enfin, voilà mes coordonnées. Si vous souhaitez discuter de votre situation, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre par téléphone. Ce numéro, alors je suis basé en France, hein, ce numéro est français. Il est renvoyé sur mon cellulaire systématiquement. Vous pouvez également me demander un rendez-vous à travers mon email, donc philippe.plantadi@novelvue.com. Comme c'est écrit en dessous, ce premier rendez-vous est sans engagement et gratuit. Donc, si vous souhaitez discuter de votre situation, je le ferai avec plaisir. Je vais laisser maintenant la place à Barbara qui va vous parler de la fiscalité entre la France et les États-Unis et de la convention fiscale. Merci Philippe. J'ai appris plein de choses, donc un grand merci. Et on va essayer Merci. de faire la même chose pour la fiscalité. Je vais partager mon écran. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Une petite introduction à la fiscalité des Français à l'étranger. Je dirige le cabinet Malum Consulting, qui est un cabinet d'expertise comptable spécialisé en fiscalité internationale. Mon parcours, rapidement, j'ai déménagé à Los Angeles en 2007, où j'ai repassé mes diplômes d'expertise comptable et ouvert Malum Consulting. Avant cela, j'avais mon cabinet en France. Nous nous sommes très vite spécialisés avec mon associé Brian Elbez sur les Français
et la convention fiscale entre les États-Unis et la France. Donc, quasiment tous nos clients sont francophones, on va dire, français, belges ou suisses. Et nous travaillons essentiellement sur les industries de l'entertainment, donc de la musique, du sport et du cinéma, mais aussi de la tech et de l'immobilier. Notre spécialité, ce sont les traités fiscaux entre les États-Unis et les pays où résident les Français, ou les pays qui sont leurs pays d'origine. Les Français bougent énormément. On les voit aujourd'hui beaucoup au Portugal, en Espagne, en Italie, au UK. S'ils ont acquis la nationalité américaine pendant leur séjour aux États-Unis, ils vont devoir gérer un certain nombre de difficultés fiscales, et c'est notre spécialité. Nous accompagnons tous les ans des dizaines de professionnels et de contribuables sur ces sujets fiscaux. Alors, nous allons parler des 4 sujets que Malom traite tous les jours. La première, c'est l'expatriation donc des Français vers les États-Unis. La deuxième, c'est les Français qui restent résidents de France, mais qui viennent travailler temporairement aux États-Unis. On est beaucoup dans l'entertainment, donc on a beaucoup d'artistes qui viennent se produire ici, notamment. Des sportifs aussi. Il y a la Coupe du monde de football qui arrive rapidement, donc beaucoup de boulot. Là, pareil avec les Jeux Olympiques. Et puis, une fois que les Français sont expatriés et qu'ils vivent aux États-Unis, ils ont souvent conservé des intérêts économiques en France. Et nous devons gérer tous les problèmes de résidence fiscale pour éviter les pièges et la double taxation. Le conseil que l'on peut donner aux Français qui veulent venir s'installer aux États-Unis, c'est vraiment de prendre le sujet le plus en amont possible. Il est primordial de faire une évaluation très précise du patrimoine au moment du départ, de passer en revue les différentes catégories de revenus, de voir ce que l'on fait de sa résidence principale, si l'on en est propriétaire, de ses contrats d'assurance vie, et également de ses investissements financiers et des sociétés françaises ou autres d'ailleurs ou étrangères que l'on a pu posséder pendant son séjour en France. Toutes ces questions vont être primordiales au moment du changement de résidence fiscale et sont à traiter et à analyser avant le départ. Quand change-t-on de résidence fiscale? C'est probablement le point sur lequel on a le plus de levier. En fonction de son statut d'immigration, on va pouvoir définir le moment où l'on va devenir résident fiscal américain, potentiellement l'avancer un petit peu si ça nous est favorable, ou le repousser un petit peu si ça nous intéresse également. Attention, les tests sont à faire très en amont pour pouvoir justement prévoir cette date de démarrage de résidence fiscale américaine qui est fondamentale. Il faut bien comprendre 3 choses. C'est que lorsqu'on devient résident fiscal américain, il se passe 3 choses. La première, c'est qu'on devient taxable sur ses revenus du monde entier. Quel que soit l'endroit où vous gagnez votre argent et l'endroit où vous êtes payé, vous allez redéclarer ces revenus aux États-Unis et tous les revenus. La deuxième conséquence, c'est que vous avez l'obligation de déclarer vos comptes bancaires hors US, c'est-à-dire notamment pour les Français, leurs comptes bancaires français. En France, on est des spécialistes pour multiplier les comptes bancaires et ouvrir toutes sortes, dès qu'il y a un nouveau compte bancaire qui sort, on en ouvre un. Donc, essayer de simplifier cette structure avant de venir aux États-Unis, sinon l'exercice devient pénible. Et enfin, et c'est probablement le point le plus méconnu et le plus laborieux, il est obligatoire de faire du reporting aux États-Unis pour les sociétés étrangères, sous certaines conditions, évidemment, mais c'est un point très, très important. Donc, pour anticiper ces 3 changements, il faut se préparer bien en amont. Chez Malom Consulting, on se coordonne bien entendu avec vos avocats d'immigration, vos fiscalistes de vos pays d'origine, et on vous accompagne dans la mise en place non seulement de votre fiscalité personnelle, mais également de la fiscalité du business que vous voulez monter aux États-Unis. Il va falloir définir la structure
légal qui va abriter votre projet d'entreprise aux États-Unis. On entend beaucoup de choses. On vous aide à clarifier la situation et à choisir la meilleure structure légale. Également le lieu d'incorporation. Il y a énormément de rumeurs chez les Français comme quoi le Delaware, par exemple, est un paradis fiscal. Donc, on revient là-dessus. On essaye de voir si c'est opportun pour vous ou pas. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Également sur le choix de l'actionnariat. Est-ce que je décide de faire une filiale de ma société française ou est-ce que c'est ma société américaine qui va devenir la mère de ma société française ou est-ce que je veux faire des sœurs? Voilà, donc tous ces sont conseils pratiques à anticiper et à prévoir avant l'arrivée aux États-Unis. Notre autre clientèle, ce sont des Français résidents de France qui viennent ponctuellement travailler ici aux États-Unis. On a parlé déjà du cas des artistes et des sportifs, mais c'est vrai également pour n'importe quel salarié qui serait envoyé temporairement par sa société française pour effectuer une mission de courte durée aux États-Unis. Il ne faut pas penser que le traité fiscal qui évite la double imposition s'applique de lui-même. Bien au contraire, il y a toujours des formulaires à remplir, des déclarations fiscales à faire, et il est très important de consulter un fiscaliste afin de savoir quoi faire lorsque l'on est dans cette situation-là. On vous aide également à obtenir ce qu'on appelle les ITIN, c'est-à-dire les numéros fiscaux pour les personnes qui ne sont pas éligibles à la Social Security et donc au numéro fiscal de sécurité sociale. Nous sommes des acceptance agents auprès de l'IRS, donc cela nous permet de faciliter les validations des passeports et faciliter la procédure d'obtention de ces numéros. Nous gérons également aussi tous les problèmes de withholding taxes, c'est-à-dire de retenue à la source, que peuvent pratiquer des payeurs américains sur les rémunérations qu'ils vont verser à des Français qui viennent temporairement travailler. Parfois, les établissements payeurs américains font des retenues à la source alors qu'ils ne devraient pas en faire. Tout cela doit être préparé et anticipé. C'est pareil, il y a des déclarations qui permettent d'éviter ces écueils. Le cœur de notre activité, bien entendu, c'est qu'une fois que vous êtes expatrié, vous devez faire votre déclaration d'impôt aux États-Unis, mais vous avez conservé bien souvent des intérêts économiques en France. Ça peut être des participations dans des sociétés étrangères, ça peut être des placements financiers, et le cas le plus souvent, ce sont des investissements immobiliers locatifs. Ces revenus locatifs français sont sujets à une fiscalité un petit peu punitive si l'on ne s'en occupe pas bien, dans la mesure où un revenu locatif français est d'abord taxable en France, donc soumis à l'impôt sur le revenu français, y compris la CSG-CRDS, et derrière, il faut redéclarer ce revenu façon américaine, donc avec des différences de base taxable, calculer l'impôt fédéral et imputer l'impôt français sur l'impôt fédéral. Dans la plupart des cas, l'impôt français étant supérieur à l'impôt fédéral, on ne va pas payer d'impôt fédéral. En revanche, on se retrouve à payer l'impôt californien, pour lequel nous n'avons pas de traité fiscal. Il n'existe pas de traité fiscal entre la France et la Californie. Du coup, les revenus locatifs français sont taxés en France, CSG-CRDS, plus l'impôt sur le revenu californien. Ça devient extrêmement punitif. Pour autant que vous soyez soumis à l'IFI, j'ai déjà effectué des simulations fiscales avec des gros patrimoines immobiliers où l'on se retrouve à des niveaux de taxation de 70 à 80%. Donc, bien faire attention à cela. J'entends très souvent lors de consultations fiscales des contribuables qui me disent « Je voudrais garder ma résidence principale et la louer, je ne sais pas si un jour je reviendrai pas, etc. » Il faut bien comprendre, c'est possible, mais attention, c'est extrêmement taxé. J'attire votre attention sur les déclarations et les obligations lorsque l'on est résident fiscal américain. On en a déjà parlé, vous devez déclarer vos comptes bancaires du monde entier hors États-Unis si vous détenez plus de 10 000 $ dessus.
attention, les pénalités sont extrêmement lourdes si vous ne le faites pas. De même, vous devez déclarer les sociétés françaises que vous détenez, les sociétés étrangères que vous détenez, dans lesquelles vous avez au moins 10%. Ce sont des formalités très lourdes aux États-Unis, mais qui n'entraînent en principe pas de taxation supplémentaire. Donc, il est dommage de ne pas les remplir parce que les pénalités sont énormes. Un manquement de déclaration d'une société française aux États-Unis, ça peut coûter jusqu'à 25 000 $ par an et par structure. Donc, n'hésitez pas à consulter, à savoir si vous devez ou pas déclarer. Les cas sont extrêmement compliqués, donc je ne peux pas les traiter aujourd'hui, mais venez nous demander et on vous aidera. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous n'avez pas rempli ces formalités pendant plusieurs années, il est toujours temps de le faire dans le cadre de procédures que les Américains ont mis en place pour nous permettre de nous régulariser sans risquer de pénalité, d'intérêt de retard et surtout sans risquer d'audit. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mal fait par le passé qu'il faut continuer à mal faire. Au contraire, prenez les devants, consultez et venez vous régulariser pour être en règle avec l'administration fiscale américaine. Le cœur de toute la fiscalité, ce sont ces problèmes de résidence fiscale. Les règles de droit interne français et américains divergent sur la résidence fiscale. Nous n'avons pas les mêmes critères. En France, c'est un faisceau d'indices. Aux États-Unis, ce sont des tests de nombre de jours ou de green card. Et donc, il est tout à fait possible que l'on se retrouve fiscalement résident des deux pays. Dans ce cas, il faut aller voir le traité fiscal et essayer grâce au traité, de définir quel est son pays de résidence fiscale. J'insiste sur le fait que la résidence fiscale ne se choisit pas, on décide pas de dire je veux payer mes impôts en France ou je veux payer mes impôts aux États-Unis, elle s'impose à nous. La seule chose sur laquelle on peut légèrement jouer, c'est le point de démarrage de la résidence fiscale. Donc, faites très attention, consultez pour savoir quand est-ce que vous allez devenir résident fiscal américain et quelles sont vos obligations à ce niveau. Je vais faire une toute petite, puisque j'ai un petit peu de temps, parenthèse sur l'impatriation, c'est-à-dire les Français qui veulent retourner aux États-Unis. J'ai de plus en plus de cas, puisque nous vieillissons et que souvent nous avons envie de retourner dans notre pays d'origine. Lorsque vous êtes devenu américain, vous allez devoir continuer à faire des déclarations d'impôts aux États-Unis jusqu'à la fin de votre vie. C'est très important de respecter cette règle parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes pour rentrer sur le territoire américain si vous êtes en défaut avec l'IRS. Si vous avez une green card, il faut également étudier votre situation parce qu'en fonction du nombre d'années pendant laquelle vous avez conservé votre green card, vous pouvez potentiellement rentrer dans un régime assez douloureux qui s'appelle le Covered Expatriates. C'est au-delà de 8 ans, enfin à partir de 8 ans de green card. Qui consiste à dire que vis-à-vis de l'IRS, vous êtes considéré comme un citoyen américain et vous devez donc continuer de faire des tax returns ou payer l'exit tax américain. Donc, c'est un sujet très complexe et qui pose beaucoup de problèmes aux Français parce qu'ils se disent « j'ai envie de rentrer en France, est-ce que je demande la nationalité avant de partir ou pas? Est-ce que je rends ma green card? Quelles sont les conséquences ?» Donc, ce sont des sujets sur lesquels nous discutons beaucoup. Donc, ce qu'il faut retenir de cette petite introduction, bien entendu, je ne peux pas vous faire un cours de fiscalité internationale en 15 minutes, mais ce qu'il faut retenir, c'est consulter des spécialistes le plus en amont possible de votre installation ou de votre projet. Analysez votre patrimoine avant de devenir résident fiscal américain parce que certaines décisions sont malheureusement irréversibles. Et même un séjour temporaire peut créer des obligations fiscales aux États-Unis. Le traité fiscal, c'est votre meilleur allié, mais il ne s'applique pas automatiquement. Il y a des formalités à accomplir et nous sommes là pour vous aider à les remplir. Si vous avez besoin d'un bilan fiscal, vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche sur votre écran
ou sur notre email. Tous les gens qui viendront de la liste Convergence auront une consultation fiscale offerte. Voilà. Je suis maintenant disposée à répondre à toutes vos questions, sachant que je ne réponds en réalité qu'aux bonnes questions, c'est-à-dire celles dont j'ai la réponse. Merci Barbara, merci Philippe. Alors, j'ai une question pour Philippe, la première question. À quel âge est-il optimal de commencer à percevoir sa Social Security et comment ce choix est-il impacté si on a aussi une retraite française? Alors, il n'y a pas d'impact si vous percevez une retraite française sur la retraite américaine. Il existait avant 2025 un mécanisme qui s'appelait le WEP, qui visait à diminuer la retraite américaine à cause des retraites étrangères ou d'un autre régime. Ce mécanisme a été abrogé en janvier 2025, donc aujourd'hui, il n'y a plus d'impact. Ensuite, sur la date optimale de vos pensions, tout dépend de votre organisation financière. On peut très bien définir qu'une date optimale, ça va être à 62, 64 ans, même avec application d'une minoration pour une personne, parce que son organisation de vie, son organisation financière pousse à aller dans ce sens-là. Et pour une autre personne, ça sera 67 ans. 67 ans, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est l'âge du taux plein. Donc, à 67 ans, vous percevez les droits que vous avez acquis à la Social Security sans minoration. Ça peut être votre cas, mais ça peut être aussi plus tôt ou plus tard selon votre situation globale. Merci Philippe. Que se passe-t-il? Autre question. Que se passe-t-il avec un 401K si on quitte les États-Unis définitivement? Faut-il le liquider, le transférer ou le laisser? Alors moi, je vais parler côté retraite, je laisserai Barbara parler côté fiscalité. Le 401K, c'est une tirelire dans laquelle vous mettez de l'argent. Vous pouvez le récupérer sans pénalité à partir de 59 ans et demi. Si vous partez aux États-Unis avant cet âge, à mon sens, il faut que vous le laissiez aux États-Unis, potentiellement que vous le convertissiez dans d'autres types de supports, type IRA ou autre. Mais effectivement, je pense que compte tenu des pénalités de 10% et de la fiscalité qui sera appliquée, c'est peut-être pas intéressant pour vous de le récupérer avant 59 ans et demi. Merci. Et Barbara, est-ce que tu souhaites compléter sur la fiscalité du 401K en cas de retour en France? Donc, alors, la fiscalité, encore une fois, elle dépend vraiment de qui est titulaire du 401k, si c'est un US, si la personne est devenue US citizen, si la personne est green card holder. Donc, c'est un peu difficile de répondre, mais là où je suis tout à fait, je rejoins Philippe, le 401k doit rester aux États-Unis euh, et les distributions doivent commencer à partir de. Enfin, on peut pas faire de retrait avant 59 ans et demi, sinon, effectivement, on s'expose à des pénalités de 10%. merci Barbara. Dernière question, Philippe. Pour les retraites santé aux US, l'âge de la retraite est de 67 ans. Mais il semble que la demande d'accès à Medicare, qui est l'assurance américaine pour les retraites, doit se faire à 65 ans. Comment doit-on prévoir tout cela si les deux Alors, ne se synchronisent pas? alors, l'accès à Medicare aux États-Unis est également, et comme vous l'avez dit, fixé à 65 ans. Donc, à partir de 65 ans, si vous avez 40 crédits de validés aux États-Unis, sans que la convention ne puisse être appliquée, vous pouvez accéder à Medicare. Vous pouvez très bien accéder à Medicare et continuer à travailler, ou très bien avoir Medicare et percevoir votre retraite. Les solutions sont multiples. En tout état de cause, vous n'êtes pas obligé de demander votre retraite à 65 ans et de percevoir pour accéder à Medicare. Vous pouvez très bien avoir Medicare à 65 ans et continuer à avoir une activité salariée ou autre aux États-Unis. Merci. J'ai une autre question qui est, est-ce que l'abrogation de la loi WEG, WEG est rétroactive? Alors, c'est le WEP, je pense. Alors, elle n'est pas rétroactive. Elle peut être rétroactive sur les personnes qui ont obtenu une retraite aux États-Unis et qui ont eu l'application en 2024. Mais pour toutes les personnes qui ont eu une retraite avant 2024, il n'y a pas de rétroactivité, à ma Merci, connaissance. merci. Barbara, j'ai une question. Quels sont les pièges les plus fréquents que vous observez chez les Français expatriés en matière de fiscalité de la retraite? En matière de fiscalité de la retraite, Oui.
Alors, la retraite, d'après le traité fiscal, n'est imposable que dans le pays de résidence fiscale. Donc, si vous êtes aux États-Unis et que vous percevez une retraite française, vous allez de toute façon devoir la déclarer, pardon, elle est taxable que dans, oui, c'est ça, que dans le pays de résidence fiscale. Donc, vous allez devoir la déclarer aux États-Unis et payer l'impôt américain dessus. Néanmoins, elle a été taxée d'abord en France, puisque c'est une retraite, et vous allez donc recevoir un crédit d'impôt qui s'appliquera sur l'impôt fédéral. Le problème, c'est toujours le state income tax, c'est-à-dire l'impôt de Californie, puisque malheureusement, ici, nous sommes fiscalisés au niveau de l'État, et donc on se retrouve à payer en plus de l'impôt californien que l'on ne peut pas annuler. Hmm. Donc, comment fonctionne le crédit d'impôt pour éviter cette double Le crédit d'impôt imposition? ne s'applique que sur l'impôt fédéral, puisque la convention fiscale n'est que entre les États-Unis et la France. Donc, c'est le problème que j'évoquais tout à l'heure aussi avec les revenus fonciers. Dès lors qu'on a un revenu qui est taxé en premier en France, par exemple un salaire français, il y a des Américains il y a des Français qui s'expatrient aux États-Unis, mais qui continuent de toucher une rémunération, un salaire français, par exemple. Il y a deux problèmes avec cela. Le premier, c'est que le salaire français va être taxé en France, puis il va être redéclaré aux États-Unis, donc taxé aux États-Unis. Je reçois un crédit d'impôt français qui va couvrir mon impôt fédéral, mais je vais devoir payer en plus mon impôt californien. L'autre problème du salaire français, qui est souvent méconnu, c'est qu'aux États-Unis, nous sommes taxés sur un salaire brut. Alors, on n'a pas tellement de problème parce qu'on paye très peu de charges sociales, nous les salariés. Mais en France, la différence entre le salaire brut et le salaire net est colossale, 23-25%. Et on se retrouve à devoir déclarer un salaire brut français aux États-Unis. Et donc, parfois, quand bien même l'impôt français est supérieur à l'impôt fédéral, on a un complément à payer aux États-Unis à cause de cette base d'imposition qui est majorée aux États-Unis. Merci, Barbara. Dernière question. La règle des 183 jours suffit-elle à déterminer sa résidence fiscale ou y a-t-il d'autres critères à connaître? Du point de vue américain, les critères de résidence fiscale sont... Le premier critère, c'est qu'on vérifie le critère légal. Est-ce que la personne est titulaire ou non d'une green card? Si la personne est titulaire d'une green card, et même si elle passe qu'un seul jour aux États-Unis, fiscalement, pour les Américains, vous êtes considéré comme un résident fiscal américain. Si l'on n'a pas de green card, on va faire ce qu'on appelle le presence test, c'est-à-dire on va compter le nombre de jours que l'on a passé aux États-Unis. Et si vous avez passé plus de 182 jours, vous êtes automatiquement résident fiscal américain. Mais il y a une deuxième règle que moins de gens connaissent, c'est la règle des 3 ans. Au bout d'un moment, l'IRS s'est dit, enfin, il y avait des petits malins, en fait, qui s'amusaient à passer 180 jours tous les ans aux États-Unis pour ne pas devenir résident américain. Au bout d'un moment, l'IRS a dit, bah, en fait, ça ne fonctionne plus. On va faire une règle avec un calcul mathématique un petit peu compliqué qui est de dire, je vais prendre 1/6 du nombre de jours en N-2, un tiers du nombre de jours en N, plus les nombres de jours de cette année. Et si tout ça, ça fait plus que 182 jours, on va me considérer, les Américains vont vous considérer comme un résident fiscal américain. Grosso modo, je vous évite les maths, si vous avez passé 120 jours, plus de 120 jours par an pendant 3 ans aux États-Unis, vous pouvez penser que vous n'êtes pas résident, mais en fait, cette règle de calcul va faire que vous allez être au-delà des 182 jours et va donc faire que vous allez devenir résident fiscal américain. Donc, très, très attention à toutes ces règles. Aux États-Unis, ceci étant, ce sont, entre guillemets, les 3 seules règles que nous avons pour déterminer la résidence fiscale. Donc, c'est bien moins compliqué qu'en France, où il faut examiner un faisceau d'indices qui laisse place à une zone grise qui, souvent, nous permet aussi de faire certains arbitrages. Très bien. Merci, Barbara. Merci, Philippe. Alain, Cynthia? Pardon, j'étais en train de chercher le bouton, la touche Unmute.
Je vous remercie, Barbara, je vous remercie, Philippe. Philippe, je le rappelle encore une fois, avec Nouvelle Vie Retraite et qui répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à le contacter. Barbara, de même avec Malum Consulting, n'hésitez pas à la contacter aussi. J'aimerais aussi remercier Alain, Sandra, Claire. Claire qui a oublié de se présenter. Claire, qui ne connaît pas Claire. Donc, elle est entrepreneur et attachée de presse et accompagne aussi la liste Convergence, tout comme Alain, Barbara, Sandra et moi, aujourd'hui ici présents. Je rappelle que les élections à l'urne auront lieu le 30 mai à la high school du lycée français de Los Angeles, Raymond et Esther Cabaz High School, et du 22 au 27 en ligne. Voilà. Et donc, voilà, un grand merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et à très bientôt. Merci à À tous, bientôt. bonne fin de journée.